Imagine juste la scène une seconde. Un gamin qui fête, je sais pas moi, son 8e anniversaire. Oui, un anniversaire d'enfant, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Bah justement, non. Au lieu d'avoir un gâteau ou des jouets, on lui remet un uniforme militaire. Ah oui, le fameux uniforme de général. Exactement. Un uniforme taillé sur mesure, avec de vraies étoiles de général, et autour de lui, t'as des adultes, des hauts dignitaires d'un régime hyper implacable, qui s'inclinent avec une déférence totale. C'est glaçant quand on l'imagine visuellement. Et en fond sonore, t'as une chanson de propagande, du même pas, qui résonne et qui a été composée spécialement pour lui. Pour un enfant de 8 ans. Voilà. Et on dirait vraiment le début d'un film dystopique. Mais en fait, c'est le récit totalement factuel de l'enfance de Kim Jong-un, en 1992. Et le truc, c'est que cette scène, elle détruit d'emblée l'un des plus grands mythes qu'on a en Occident. Ouais, l'idée qui serait arrivée là par hasard. Complètement. Cette idée que Kim Jong-un, ce serait juste un jeune homme inexpérimenté, un peu capricieux, qui a été jeté sur le trône parce que son père est mort soudainement, C'est pas du tout un accident de l'histoire, en gros. pas du tout. C'était programmé depuis très longtemps. Et c'est exactement ce qui rend notre plongée d'aujourd'hui aussi fascinante. On va explorer un ouvrage très récent, sorti en avril 2026 aux éditions de l'Atelier des Cahiers. La face cachée de Kim Jong-un. Politique et stratégie du dirigeant nord-coréen. C'est ça. Écrit par Chiang Sang-chang. Et ce qui est fou avec cet auteur, c'est qu'il est vice-directeur de l'Institut Sejong en Corée du Sud, et il se contente pas des rumeurs habituelles. Ah non, ces sources sont incroyables. Il s'appuie sur des documents internes du régime. Des trucs classifiés, ouais. Et surtout, des témoignages directs de l'intérieur, ce qui est rarissime. Il a interviewé l'oncle et la tante de Kim Jong-un, qui sont exilés aux États-Unis. Ah oui, la famille proche sans trop. Ouais. Et même Kenji Fujimoto, l'ancien cuisinier japonais de la famille présidentielle. Donc on est vraiment au cœur du réacteur. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est pas de lister bêtement les excentricités d'un dictateur, parce qu'on l'a tous déjà vu dans les médias. Avec les coupes de cheveux et tout ça, oui. Voilà. Le but, c'est de démonter la mécanique interne de ce pouvoir. C'est de comprendre la logique redoutable du seul vrai dirigeant totalitaire de type stalinien qu'on est au XXIe siècle. Parce qu'il y a une vraie rationalité derrière tout ça. C'est comme une succession d'entreprises, mais ultra secrètes et sanglantes. Tu n'hérites pas d'un portefeuille d'actions, tu hérites d'un arsenal nucléaire, quoi. C'est une excellente comparaison. Et pour comprendre le dirigeant qu'il est aujourd'hui, il faut vraiment d'abord regarder l'enfant qu'il a été. L'enfant élevé sous une cloche de verre. Exactement. Il a grandi dans un secret absolu au milieu d'une compétition dynastique féroce. Faut savoir que dans une dictature comme ça, l'arbre généalogique, c'est un véritable champ de mines. Bah surtout que le père, Kim Jong-il, il avait déjà un premier fils, non? Ouais, Kim Jong-nam. Mais c'était un fils caché, né d'une liaison avec Song Hye-rim, qui était une actrice très célèbre. Donc une liaison totalement inavouable pour l'image du leader. C'est ça collait pas du tout à la propagande, donc ce premier fils a grandi dans un isolement total. Genre une prison dorée. Complètement. Il n'avait pas d'amis de son âge, et même s'il était techniquement le fils aîné, sa position était illégitime dans une culture confucienne. Il était condamné d'avance dès qu'une autre femme allait entrer en jeu. Et cette autre femme, c'est Ko Yong-wi, la mère de Kim Jong-un. Qui avait un profil tout aussi atypique d'ailleurs. Bah oui, c'était une danseuse, rapatriée du Japon, nommée actrice émérite à 20 ans à peine. Mais là encore, niveau de secret hallucinant. La relation était tellement classée secret d'État que le propre père de Ko Yong-wi ne savait pas qu'elle était mariée au futur chef de la Corée du Nord. Attends, son père l'a ignorée pendant des années. Pendant des années, ouais. C'était un huis clos totalement étouffant. Et c'est là-dedans que naissent les deux fils. Kim Jong-chol, l'aîné de cette union, et Kim Jong-un, le cadet. Du coup, la grande question, c'est comment le père a choisi l'héritier entre ces deux-là? Et là, l'anecdote du cuisinier japonais Fujimoto, elle vaut de l'or. Le truc sur le basket. Ouais. Les deux frères adoraient le basket, et l'auteur raconte qu'après un match, l'aîné, Kim Jong-chol, il était hyper fair-play. Il allait taper dans le dos des coéquipiers, ce genre de truc. C'est ça, il est félicité pour le bon moment passé ensemble, mais Kim Jong-un, c'était une autre ambiance. Il transformait la fin du match en véritable cours martial. À 8 ans. À 8 ans, il organisait des débriefings super agressifs. Il hurlait sur les joueurs adultes pour leur erreur de placement. Il analysait la tactique. Et c'est fou parce que pour nous, c'est juste un sale gosse capricieux. Mais pour son père, c'était le test ultime. Il voyait l'aîné comme trop doux, en fait. Exactement.
Trop tendre pour gérer la cruauté d'un système totalitaire, alors que le cadet qui humilie des adultes sur un terrain, Kim Jong-il y voit un reflet de sa propre autorité. Il a l'instinct de domination. Ce qui nous amène à la période la plus bizarre de sa vie, je trouve, les années suisses. Ah oui, entre 1996 et 2001. Il part faire ses études à Berne, incognito, sous le faux nom de Pak Un. C'est ça. Il vit en Europe, il écoute de la musique occidentale, il est à fond sur Dennis Rodman, le basketteur américain. C'est complètement surréaliste. Mais du coup, on se pose forcément une question. Le fait de grandir dans une démocratie libérale, de voir la richesse de la Suisse, ça aurait dû le préparer à réformer son pays, non? Ou au moins lui donner un complexe d'infériorité? C'est l'erreur monumentale que toutes les chancelleries occidentales ont faite. En penser qu'il deviendrait un démocrate. On s'est dit, super, il a goûté au chocolat suisse et à la liberté, il va revenir à Pyongyang et ouvrir le pays. Mais l'analyse du livre montre exactement l'inverse. C'est-à-dire? En fait, voir cette richesse européenne, ça l'a pas du tout converti à la démocratie. Ça lui a juste fait prendre conscience d'une réalité brutale. Le retard économique de la Corée du Nord. Voilà, il a compris que le vrai danger pour sa dynastie, c'était la pauvreté. S'il modernisait pas l'économie, le régime allait s'effondrer de l'intérieur. Donc il a voulu les résultats du capitalisme, mais sans lâcher une once de contrôle idéologique. C'est un pragmatisme absolument glaçant pour un gamin de cet âge. De ce pragmatisme va être mis à l'épreuve vachement vite. En avance en août 2008, son père, Kim Jong-il, fait un AVC très grave. Et là, tout s'accélère, le calendrier de succession explose. Kim Jong-un n'a même pas 30 ans, et il doit verrouiller le pouvoir face à une cour de vieux généraux de 80 balais couverts de médailles. Et c'est là qu'il prend une décision stratégique majeure. Normalement, dans le système nord-coréen, on s'appuie sur le Parti des travailleurs. C'est ce que son père avait fait. Mais lui non, il contourne complètement le parti. Ouais, il passe direct par l'armée. Il prend le contrôle du bureau politique général de l'armée populaire et du ministère de la Sécurité d'État. C'est brillant en vrai, parce que le parti c'est lent, c'est de la bureaucratie. Alors que l'armée, c'est la force brute, c'est le contrôle immédiat. Surtout dans une période d'incertitude comme ça. L'auteur explique que dans ce qu'il appelle un socialisme monarchique, en cas de crise, la seule garantie de survie, c'est une chaîne de commandement militaire inébranlable. Tu tiens l'armée, tu tiens le pays. Et il tient littéralement les généraux en otage. Il met en place un réseau de surveillance interne où les hauts gradés sont espionnés par leurs propres subordonnés. C'est diabolique. Et pour légitimer tout ça auprès de la base, la propagande sort la machine à fiction. Ah oui, l'été 2009. Les fameux documents qui circulent dans l'armée, Il raconte très sérieusement que Kim Jong-un maniait des armes à feu à 3 ans. qu'il conduisait des voitures à 8 ans aussi, je crois. Ouais, et qu'à l'université militaire, il générait des cartes opérationnelles avec des données GPS complexes. C'est tellement gros qu'on en rigole, mais l'auteur a une lecture très fine de ça. Ce n'est pas juste un mensonge absurde en fait. Non, c'est un test de soumission. Si un général chevronné accepte sans broncher de répéter qu'un gamin de 3 ans est un tireur d'élite, ça veut dire que sa loyauté est totale. Le mensonge écrase la raison. Et physiquement, il joue aussi un rôle. En 2010, quand il devient officiellement vice-président de la commission militaire centrale, il copie son père. Jusqu'à sa façon d'applaudir. Et c'est fou. Il applaudit avec les mains au niveau de la poitrine, exactement comme Kim Jong-il. Il a pris du poids délibérément pour lui ressembler. Il montre qu'il est le clone parfait. Ce qui va devenir son plus gros problème, une fois le père mort, fin 2011. Bah oui, parce qu'au début, il se cache derrière ce qu'ils appellent le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme. Le bouclier dogmatique parfait. Mais tu peux pas diriger en étant juste une copie. Il arrive un moment où il doit symboliquement tuer le père pour exister par lui-même. Et c'est là qu'on voit un changement de style radical. Son père, Kim Jong-il, c'était l'homme de l'ombre. Mutisme total, lunettes noires, aucun discours en direct. Exactement. Et Kim Jong-un, lui, il prend le micro. Il fait des discours télévisés en direct, ce qui est une révolution là-bas. On le voit avec sa femme, Ri Sol-dio. Il se veut beaucoup plus tactile, il sourit, il serre des mains, il veut projeter l'image d'un leader proche de son peuple. Ce qu'ils appellent la politique du principe du peuple avant tout, le Wimin Chongchi. Il abandonne même la politique Songun de son père, qui mettait l'armée avant tout. Il va jusqu'à modifier la date d'anniversaire de la fondation de l'armée pour marquer la rupture, c'est un geste fort. Et au 8e congrès en 2021, c'est l'apothéose. Il prend le titre de « grand leader ». Un titre qui était réservé uniquement à son grand-père. Et visuellement, ça change tout. La propagande le montre en train de fumer une clope, détendu sur un canapé en cuir avec ses cadres. On voit même des chefs d'orchestre porter des t-shirts avec sa tête, genre à la Che Guevara. C'est pour donner l'illusion d'un pays moderne, d'un pouvoir normalisé. Ouais, mais c'est là que moi je bloque complètement. Comment on peut vendre une image de proximité avec le peuple tout en étant à la tête d'une boucherie pareille? Tu parles des purges.
Bah oui, il a fait exécuter son propre oncle, Jang Sung-taek. Avec une violence inouïe. Et l'assassinat de son demi-frère aîné, Kim Jong-nam, avec l'agent neurotoxique VX dans un aéroport en Malaisie, c'est des méthodes de cartel, pas de leader proche du peuple. C'est tout le paradoxe que l'auteur décortique super bien. En fait, la violence et la détente apparente ne s'opposent pas dans son système. L'un sert l'autre. C'est la condition sine qua non. Pour qu'il puisse se permettre d'être détendu sur un canapé, de sourire à la télé sans avoir l'air faible devant ses généraux, il faut que la terreur soit absolue. Ah, je vois. Si tu tues ton oncle, tu détruis l'ancienne garde. C'est une OPA hostile, sanglante. Et en assassinant son demi-frère, il supprime la seule alternative dynastique qui aurait pu être soutenue par la Chine. Donc, une fois que tout le monde est terrifié et qu'il n'y a plus aucune menace interne, il peut se la jouer cool. Personne n'osera jamais critiquer son sourire, parce qu'ils savent de quoi il est capable. La terreur garantit l'obéissance totale. C'est glaçant de rationalité. Et une fois qu'il a bétonné l'intérieur du pays, il s'attaque au reste du monde. C'est là que la diplomatie entre en jeu. Le but, c'était plus d'être ce petit pays paria sous perfusion humanitaire. Il voulait s'asseoir à la table des grands. Et pour ça, il a lancé la ligne Pyongyang. Le développement parallèle. C'est ça, développer à la fois l'économie et l'arsenal nucléaire. Et tous les experts occidentaux disaient que c'était impossible. Avec les embargos, financer des missiles à des milliards tout en nourrissant la population, ça paraissait délirant. Mais sa solution est diabolique. L'État était ruiné, donc la population avait commencé à créer des marchés noirs, les fameux Jangmadang. Et au lieu de les interdire au nom du communisme pur et dur, il a fermé les yeux. Il a laissé faire, il a laissé ce petit capitalisme gris nourrir le peuple pour que l'État n'ait plus à s'en soucier. Ce qui lui a permis de rediriger toutes les vraies ressources de l'État, plus l'argent piraté en ligne d'ailleurs, vers le programme nucléaire. Et ça a marché. En 2017, coup de tonnerre, tir réussi du missile intercontinental Hwasong-15. Capable d'atteindre le territoire américain. C'est le moment de bascule. Kim Jong-un déclare l'achèvement de sa force nucléaire. Ce qui a donné lieu au fameux sommet de 2018 et 2019. Les images incroyables où on le voit serrer la main de Donald Trump, de Xi Jinping, de Moon Jae-in, lui qu'on traitait comme une blague avec sa coupe de cheveux. Et le livre insiste sur un point crucial à propos du sommet de Hanoï avec les Américains. Celui qui a foiré, hein? Oui, sur le papier, c'est un échec diplomatique total. Aucun accord de dénucléarisation n'a été trouvé. Donc on pourrait penser que c'était la honte pour lui en rentrant. Pas du tout. La propagande interne l'a transformé en immense victoire. Ils ont vendu l'idée que leur dirigeant suprême avait tenu tête au président américain. Genre, je n'ai pas bradé notre arme nucléaire. Voilà. Il a forcé l'hyperpuissance américaine à venir négocier d'égal à égal. Sur le plan de la légitimité, c'est un triomphe absolu. Et l'auteur montre bien à quel point on s'est trompé, nous, les Occidentaux. On l'a regardé avec condescendance. On attendait que le régime s'effondre tout seul. Ou qu'il abandonne ses armes de lui-même. Pendant qu'on se berçait d'illusions, lui, il déroulait son plan géopolitique sur le long terme. C'est un vrai plaidoyer pour la lucidité de la part de l'auteur. Il faut arrêter de voir la Corée du Nord comme un asile de fouilles irrationnelles. C'est une économie hybride très fonctionnelle pour ses élites et c'est une puissance nucléaire établie. La diplomatie mondiale doit accepter cette réalité froide et utilitaire pour avancer. C'est pour ça que ce genre d'exploration est vital, dépasser les titres sensationnalistes pour comprendre l'histoire intime, la logique, la mécanique de ce dirigeant. Et d'ailleurs, le livre se termine sur une ouverture assez vertigineuse pour l'avenir. La question de la succession de la 4e génération. Oui, la mise en avant de sa fille, Kim Joo-awe. On la voit partout en ce moment dans la propagande. Au lancement de missiles, au défilé, toujours au centre de l'image. Et quand on repense à tout ce qu'on a dit sur le fait que c'est une société profondément confucéenne, hyper patriarcale, je veux dire, les propres filles de Kim Jong-il n'avaient même pas le droit d'approcher le pouvoir. Jamais elles étaient complètement exclues. Donc s'il parvient à imposer une femme, sa fille, comme héritière légitime, ce serait quoi? Ça serait tout simplement la rupture idéologique la plus radicale et la plus risquée de toute l'histoire de la dynastie Kim. Une démonstration de pouvoir absolu, en fait. Il prouverait que non seulement il a maîtrisé les règles du jeu, mais qu'il peut les réécrire complètement, contre toutes les traditions de son propre pays. Et s'il y a bien une chose qu'on a apprise aujourd'hui, c'est qu'il ne faut jamais le sous-estimer. C'est clair. Ça laisse vraiment matière à réflexion pour l'avenir de la péninsule.